Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une très grande question. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la richesse de tout un pays ? On va voir ensemble comment on peut partir d'un objet du quotidien, comme un simple téléphone, pour arriver à brosser le portrait économique de toute une nation. Alors, si on posait la question comme ça, brutalement, quel pays viendrait à l'esprit ? Les États-Unis ? La Chine peut-être ? Un pays du Golfe ? En réalité, la réponse est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Et pour commencer à y voir clair, il nous faut avant tout un bon outil de mesure. Pour bien comprendre comment on calcule la richesse d'un pays, il faut d'abord revenir à la base de tout. Le concept fondamental, c'est la création de valeur. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Prenons cet iPhone. Quand on l'achète, son prix n'est pas simplement la somme du coût de ses composants. Pas du tout. En fait, les pièces détachées, ça ne représente qu'un peu plus d'un tiers du prix final. Tout le reste, les presque 2/3, c'est la valeur qui a été créée par l'entreprise. C'est l'assemblage, le design, le logiciel, la marque. Bref, c'est ça, la vraie création de richesse. Et ce concept, il a un nom officiel, c'est la valeur ajoutée. Pour la calculer, c'est simple. On prend le chiffre d'affaires, donc tout ce que l'entreprise a vendu, et on soustrait tout ce qu'elle a dû acheter pour produire. Les matières premières, l'électricité, les services. Ce qui reste, eh bien c'est ça, la valeur ajoutée. C'est avec ça qu'on va payer les salaires, investir et bien sûr faire des bénéfices. C'est vraiment le moteur de l'économie. Bon, d'accord, pour un produit qu'on vend, c'est assez logique. Mais comment on fait pour mesurer la valeur d'une école publique, d'un hôpital ? Ce sont des services qui sont absolument essentiels pour une nation, mais ils n'ont pas de prix de vente comme un téléphone. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre la production marchande, celle qui est vendue sur un marché, et la production non marchande. C'est le cas de l'éducation publique, par exemple, qui est gratuite ou presque. Et là, pour calculer sa valeur, l'astuce, c'est d'additionner ses coûts de production. En gros, les salaires des profs, des médecins, etc. Ok, donc on a compris la brique de base, la fameuse valeur ajoutée. Maintenant, il est temps de passer à l'échelle supérieure. On va assembler toutes ces briques pour voir ce que ça donne pour un pays tout entier. Et nous y voilà, l'indicateur que tout le monde connaît de nom, le produit intérieur brut, le fameux PIB. Qu'est-ce que c'est au fond ? Eh bien, c'est tout simplement la somme de toutes les valeurs ajoutées, celles des entreprises, des administrations, de tout le monde, tout ce qui est créé sur un territoire pendant un an. C'est l'indicateur numéro 1 pour mesurer l'activité économique d'un pays. La question qui vient tout de suite après, c'est est-ce qu'un gros PIB, ça veut dire un pays riche et donc des citoyens riches ? Ça semble logique, non ? Eh bien, c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes et que notre intuition peut nous jouer des tours. Prenons un exemple qui va bien illustrer ça. En 2021, le PIB total de l'Inde a dépassé celui de la France. L'économie indienne est donc devenue, sur le papier, plus grosse que l'économie française. Sauf que, si on divise cette richesse par le nombre d'habitants, l'histoire est radicalement différente. Un Français moyen est encore à peu près 20 fois plus riche qu'un Indien moyen. Cette différence entre le PIB total et le PIB par habitant, elle est absolument cruciale. Regardez l'Espagne et l'Irlande. L'économie espagnole est bien plus grande que l'économie irlandaise. Mais comme la population irlandaise est beaucoup plus petite, eh bien le PIB par habitant en Irlande explose. Il est bien supérieur à celui de l'Espagne. La taille de la population change complètement la donne. Donc, le PIB par habitant, c'est déjà un indicateur bien plus fin de la richesse individuelle. Mais est-ce que ça suffit ? Après tout, on connaît bien l'adage, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Et c'est là qu'on touche vraiment aux limites du PIB. Voilà la vraie question. Savoir combien un pays produit, c'est une chose. Mais est-ce que ce chiffre nous dit quoi que ce soit sur la qualité de vie réelle, sur le bien-être des gens ? La réponse, comme on va le voir, est un grand non. Le PIB a des angles morts qui sont gigantesques. Un exemple complètement absurde. Une marée noire, une catastrophe écologique, peut faire augmenter le PIB. Pourquoi ? À cause de toutes les dépenses engagées pour nettoyer. C'est fou. Le PIB ignore aussi tout le travail qui n'est pas payé. S'occuper de sa famille, faire du bénévolat. Et surtout, il ne dit rien sur la manière dont les richesses sont réparties, ni sur le bien-être des gens. Forcément, face à toutes ces limites, des économistes et des organisations se sont dit qu'il fallait créer d'autres indicateurs. Des outils capables de mesurer ce que le PIB laisse de côté. L'un des plus connus, c'est l'indice de développement humain, l'IDH. Lui, il ne regarde pas que l'argent. Il combine 3 choses. Le niveau de vie, bien sûr, avec le revenu par habitant, mais il ajoute la santé, mesurée par l'espérance de vie, et l'éducation. On a tout de suite une vision bien plus large du développement d'un pays. Et là, quand on utilise l'IDH, les classements mondiaux sont complètement chamboulés. Prenez les États-Unis, ils sont 5e au monde pour le PIB par habitant, mais ils chutent à la 21e place pour l'IDH. La France, elle, passe de la 23e à la 28e place.
C'est la preuve qu'une immense richesse économique ne se traduit pas automatiquement par un développement humain de pointe. Et on peut aller encore plus loin. Il existe un indice de la planète heureuse qui intègre le bien-être ressenti et l'impact écologique. Et là, les résultats sont spectaculaires. Les États-Unis se retrouvent à la 122e place mondiale. Ça montre bien que les plus grandes puissances économiques sont parfois loin, très loin d'être les pays où l'on vit le mieux ou de la façon la plus durable. Allez, pour finir, une petite expérience de pensée. Imaginons 2 pays. Il faut choisir où s'installer en se basant uniquement sur quelques chiffres clés. D'un côté, on a Winland. C'est la plus grosse économie, le PIB total est le plus élevé. De l'autre, Firstistan. Là-bas, le PIB par habitant est supérieur, donc en moyenne, les gens sont plus riches. Sauf que dans les 2 cas, les indicateurs de bien-être, comme l'IDH, sont très bas. Alors, que choisir ? La conclusion de cette petite expérience, elle est assez claire, non ? Un pays peut être très riche, ses habitants peuvent avoir des revenus élevés en moyenne, mais la qualité de vie peut être médiocre, que ce soit en termes de santé, d'éducation ou d'environnement. La richesse économique et le bien-être sont vraiment 2 choses différentes. Et tout ça nous laisse avec une question ouverte, qui est sans doute la plus importante de toutes. Si le PIB seul ne suffit plus, comment est-ce qu'on devrait mesurer le succès d'une nation ? Quelle serait la bonne combinaison d'indicateurs pour avoir une vision juste du progrès ? C'est probablement le grand défi pour les décennies qui viennent. Vous avez aimé le contenu de cette vidéo? Vous êtes nouveau sur cette page? Ici, on apprend en kiffant, pas vrai? N'hésitez pas à liker, vous abonner à Mon Campus Online, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout à partager.